Lise, merci pour cette participation au Café Nil tout à fait exceptionnelle. On le fait un mardi, mais je crois que la personnalité et le thème sont tout à fait essentiels. Il y a énormément d'attentes et d'espoirs qui reposent sur vos épaules. Je crois que tous les acteurs qui sont ici autour on va dire, de la table virtuelle sont désireux de mieux savoir comment travailler, contribuer à cette politique de l'innovation que vous êtes chargé de mettre en place. Et vraiment, encore une fois, merci de cette possibilité que vous nous donnez de mieux comprendre votre rôle et de mieux savoir comment on peut faire en sorte d'apporter des solutions qui soient des solutions constructives à la mise en place de l'innovation en France. Je vous passe tout de suite la parole et nous vous écoutons. Non, je disais merci à vous de l'invitation. C'est toujours extrêmement riche pour moi aussi de pouvoir, au-delà de cette opportunité de présenter l'agence, ses missions et ses travaux prioritaires, de pouvoir échanger, de voir aussi dans quelle mesure on peut se nourrir, évidemment, surtout dans cette phase de lancement, des contributions de chacun, des problématiques également qui sont remontées par l'écosystème. Et on est évidemment dans une démarche, donc évidemment de lancement, mais aussi d'ajustement au fil de l'eau. Et il va de soi qu'on veut essayer de rester agile et de s'adapter aux besoins le plus possible. Alors peut-être pour vous resituer très globalement le cadre du lancement de l'Agence de l'innovation en santé, elle a été annoncée en 2021 dans le cadre du plan Innovation Santé France 2030. Donc, j'imagine que vous connaissez tous très bien ce grand plan d'investissement, mais je vais quand même en dresser les grandes lignes pour que vous ayez bien le contexte en tête. Donc, le plan France 2030, c'est 54 milliards d'euros pour l'ensemble des verticales. Donc, évidemment, une partie du PIA 4 et puis des financements additionnels dans le cadre de France 2030, avec une volonté réellement assumée de prise de risque et de part importante accordée aux acteurs émergents, plus de 50% des financements, enfin 50% en tout cas minima. Une part importante également accordée aux enjeux de la décarbonation. Et la volonté vraiment de structurer ce plan en prenant vraiment comme hypothèse que l'innovation ne va pas sans la recherche et sans les enjeux d'industrialisation. Ça, je pense que c'est important parce que vraiment, la volonté du plan France 2030, alors c'est vrai pour la santé, mais aussi pour le reste, va vraiment de la recherche amont avec le lancement de PEPR, donc des programmes d'équipement de recherche prioritaires, donc, notamment dans le cadre de la santé, mais pas que. Et puis ensuite, donc, des appels à projets également pour les stades de prématuration, maturation, pour tous les enjeux d'innovation et également de démonstration de la valeur, d'accès au marché pour la santé et d'industrialisation, de production. Donc voilà, toutes les étapes du développement des innovations est vraiment suivies assez scrupuleusement. Dans le cadre de la santé, le plan France 2030 est orienté autour de grandes stratégies d'accélération, notamment autour des enjeux des médicaments de thérapie innovantes, des biomédicaments et de la bioproduction. Le constat, notamment à l'issue de la crise Covid, a montré qu'on était extrêmement dépendant des importations en matière de biomédicaments et que l'écosystème français, en tout cas la filière de bioproduction, méritait réellement d'être renforcée, puisqu'on a un certain nombre de facteurs limitants, on avait un certain nombre de facteurs limitants tout au long de la chaîne de valeur pour permettre d'avoir vraiment une souveraineté au niveau français dans le domaine de la bioproduction. Également une stratégie d'accélération autour des maladies infectieuses émergentes et des menaces NRBC. Donc là encore, partant du constat que les crises sanitaires se succèdent et qu'il est important, au-delà de l'anticipation, de savoir précisément quel pathogène pourrait nous mettre en danger au cours des prochaines années, l'idée aussi de structurer le système de santé pour lui permettre d'être résilient et de pouvoir se préparer et développer des contre-mesures rapides face aux risques d'émergence, quels qu'ils soient. Et puis un troisième volet, alors que vous connaissez bien évidemment, la stratégie sur le numérique en santé. Il va de soi qu'aujourd'hui, et ça a été rappelé d'ailleurs hier par le président de la République, tout ce qui concerne notamment l'intelligence artificielle et tous les enjeux en matière de numérique en santé sont des leviers pour favoriser l'innovation, mais aussi favoriser, en tout cas permettre
de contrebalancer un certain nombre de difficultés rencontrées aujourd'hui en matière d'organisation des soins et d'accès aux soins. Ça va en particulier aussi avec tout ce qui concerne la télésurveillance, téléexpertise, téléconsultation, et puis aussi tout l'enjeu des données en santé, puisqu'aujourd'hui c'est réellement critique, hein, dès lors qu'on veut démontrer de la valeur pour un produit de santé, d'avoir l'accès aux données. Et à ce titre, France 2030 est extrêmement engagée, hein, puisque vous avez certainement entendu récemment les lauréats des appels à projets sur les entrepôts de données de santé. Donc évidemment, ce n'est pas l'alpha et l'oméga de la solution sur les données, mais en tout cas, très clairement, la structuration des EDS contribue à une forme d'harmonisation de structuration de ces données. Et puis, secondairement, c'est ajouter un plan sur le dispositif médical innovant, le dispositif étant un petit peu le parent pauvre du plan innovation santé initialement. Donc, il a paru important vraiment de renforcer ce secteur et les enjeux nombreux de ce secteur en créant un plan dédié, et notamment dans le contexte de la mise en application du nouveau règlement et donc des difficultés rencontrées, notamment avec les organismes notifiés. Donc, il y a des mesures France 2030 qui ont vocation à améliorer la situation, même si on sait tous aujourd'hui que le facteur limitant est principalement d'ordre humain RH. Mais en tout cas, l'objectif du plan France 2030 sur ce volet est aussi de renforcer les compétences, notamment en affaires réglementaires, puisque je ne l'ai pas dit, mais ça mérite d'être souligné. Au-delà des enjeux recherche, innovation, industrialisation, le plan France 2030 embarque aussi un appel à manifestation d'intérêt générique transversal sur les compétences et métiers d'avenir. Donc, les enjeux de formation sont évidemment très clairement adressés à travers le plan France 2030, de même que les enjeux d'attractivité, notamment pour la recherche, puisqu'il y a des investissements majeurs en santé sur la recherche biomédicale, avec notamment un appel à projet avec un cahier des charges qui sera lancé prochainement sur les chaires en santé pour permettre d'attirer des talents français et internationaux sur le territoire national. Donc, il va de soi que l'attractivité et la souveraineté de la France, ça passe aussi par la gestion des talents. Au-delà des enjeux de chair et d'attractivité sur le plan humain, le plan France 2030, c'est donc aussi plus d'1 milliard d'euros investis en matière de recherche biomédicale, avec, comme vous le savez, une politique de site voilà, réellement ambitieuse, avec notamment les bioclusters, puisque le plan France 2030 a vocation à financer 300 millions d'euros autour des bioclusters, donc qui ont une vocation d'être des centres d'excellence au niveau mondial, un peu pris sur le modèle des clusters, notamment aux États-Unis, à Boston et autres, et puis financement également des centres d'excellence que vous connaissez bien, que sont les IHU, avec une nouvelle vague pour lesquels les lauréats seront annoncés dans les semaines ou mois qui viennent. Et puis, poursuite des RHU, qui ont vocation, là encore, à travailler sur tous les enjeux de transfert de technologie et de lien entre la recherche amont et les débouchés, notamment industriels. Et puis également un certain nombre de mesures en matière de recherche, structuration des biobanques, qui sont un enjeu crucial aujourd'hui, capitalisation sur les cohortes anciennes et nouvelles, là aussi un enjeu qui connecte un petit peu l'enjeu des données auxquelles je faisais référence, et de collecte de données en vraie vie notamment. Et puis tout un tas de mesures, notamment sur le financement des infrastructures de la recherche biomédicale. On sait bien qu'aujourd'hui, il est important de renforcer nos infrastructures, notamment en biologie, pour assurer, là encore, une attractivité et une pérennité de l'émergence de nos innovations. Donc globalement, un plan extrêmement ambitieux qui couvre un très grand nombre de volets. Donc en priorité, évidemment, l'agence qui est rattachée au SGPI a vocation à piloter et à suivre les crédits et les mesures France 2030 pour la verticale santé, puisqu'elle intègre donc l'équipe santé du secrétariat général pour l'investissement. Donc ça, c'est un petit peu le socle de base des missions de l'agence. Et puis, au-delà du plan Innovation Santé France 2030, l'agence a été structurée en partant vraiment du constat que le domaine de la santé était assez singulier par rapport aux autres verticales France 2030, dans la mesure où c'est un secteur, comme vous le savez, qui est extrêmement régulé, extrêmement normé, avec un accès au marché qui, lorsqu'il est ouvert, est totalement ouvert avec une prise en charge par la solidarité nationale, donc de l'ensemble des concitoyens. Mais cet accès au marché, il est parfois un peu douloureux. En tout cas, il ne se fait pas automatiquement. Et un certain nombre de contraintes qui existent et pour lesquelles tous les acteurs,
porteurs de projets innovants ne sont pas nécessairement équipés pour à la fois le comprendre, bien identifier les interlocuteurs, les différents guichets, et puis anticiper suffisamment tôt les demandes des autorités de santé respectives pour pouvoir ensuite avoir cet accès au marché, notamment dans un contexte, parallèlement à ça, qui a été marqué donc, par les crises successives, qui est à la fois marqué par un regain en matière d'innovation, mais aussi un certain nombre de difficultés, et en particulier les précédents PLFSS, ou le précédent PLFSS a pu le montrer, donc la nécessité d'avoir un soutien fort et vraiment assumé aux enjeux d'innovation dans un contexte pas toujours évident. Donc l'agence va se construit en ce moment, puisque un certain nombre de collaborateurs ont rejoint l'agence, et on a commencé vraiment à structurer les choses et à lancer un certain nombre de projets. Elle est structurée autour de 3 pôles. Un pôle dédié à la prospective et à la veille. Donc, l'idée ici est vraiment d'équiper l'interministériel en lui donnant cette capacité finalement à ne plus subir l'arrivée des innovations, mais à réellement les anticiper. Et quand on parle d'anticipation, évidemment, ça concerne notamment les impacts organisationnels et financiers de ces innovations sur le système de santé. Donc pas plus tard qu'hier, on avait avec l'ensemble de l'interministériel une première réunion de lancement des travaux en matière de prospective, pour vraiment aligner l'interministériel sur la méthode et sur les premiers travaux en la matière. Donc là, l'objectif est vraiment d'une part de connecter les initiatives existantes, notamment en matière d'horizon scanning, mais également de permettre de structurer les choses en connectant ces initiatives et en étant certain que les travaux coordonnés par l'AIS permettront de répondre aux besoins de l'ensemble des directions de l'administration centrale, notamment, que ce soit sur le volet financier, organisationnel, notamment pour la DGOS, mais aussi financier côté DSS pour structurer les PLFSS, notamment, en tout cas le tendanciel de l'ONDAM. Et puis, être en capacité également, sur le plan peut-être plus business, en tout cas, d'avoir une visibilité sur les levées de fonds en France, à l'international, et puis également avoir une vision prospective peut-être encore plus long terme, permettre d'identifier les innovations de rupture qui se développent, d'anticiper leur arrivée, et notamment d'anticiper la structuration des filières, possiblement sur le territoire, pour éviter les situations qu'on a pu connaître par le passé, où certaines innovations majeures n'ont pas pu se développer sur le territoire national suffisamment tôt. Au-delà de ces enjeux de prospective et d'anticipation, l'idée, c'est aussi d'identifier, un petit peu en effet miroir, les besoins médicaux non couverts et insuffisamment couverts, pour permettre réellement de mieux connecter l'amont et l'aval, et faisant en sorte que l'offre et la demande finalement coïncident d'une certaine façon, si je peux m'exprimer ainsi, c'est-à-dire que l'arrivée des innovations s'accompagne aussi d'investissements dans les grandes priorités de recherche pour lesquelles on a des besoins majeurs en France, et notamment sur des aires thérapeutiques aujourd'hui, pour lesquelles aujourd'hui les innovations ne sont peut-être pas suffisamment au rendez-vous, et sur lesquelles il faut vraiment renforcer les efforts pour répondre à des besoins médicaux majeurs. Donc là, l'objectif est évidemment de travailler avec tous nos partenaires, et notamment en premier lieu duquel l'INSERM et les autres ONR, mais aussi les agences sanitaires, évidemment les établissements de santé, les universités et les patients. Alors, il va de soi qu'on aura à la fois un socle de membres permanents pour la restitution des travaux de l'agence en matière de prospective, mais on auditionnera aussi de façon assez large. Donc, je parlais des patients, évidemment, les industriels seront autour de la table, industriels au sens large, puisque ça regroupe une communauté très, très large en embarquant des enjeux très divers, et avec des acteurs finalement qui ont des problématiques parfois propres. Donc voilà, l'idée là sera encore d'auditionner assez largement pour pouvoir avoir une vision portée par l'ensemble des parties prenantes dans le domaine. Donc ça, c'est la première des grandes missions de l'agence. On a également 2 autres missions, 2 autres pôles en tout cas, qui vont fonctionner de façon très, très étroite l'un avec l'autre. Ces deux enjeux étant effectivement étroitement liés. Donc un pôle en charge de l'accélération et de la transformation du système de santé, ou en tout cas des process réglementaires et administratifs,
donc qui répondent à l'enjeu à la fois d'accélération du développement des innovations, mais aussi de simplification des process, qui a été également rappelé de ses voeux par le président de la République hier. Donc là, l'idée, c'est vraiment, alors non pas de remettre en cause, évidemment, le rôle des autorités de santé, mais en tout cas de contribuer à tout ce qui peut être simplifié, accéléré, et notamment, nous sommes en train de mettre en place des process fast-track avec donc notamment ANSM, HAS, demain peut-être avec les organismes notifiés. En tout cas, on est en train d'essayer de prendre contact avec eux pour le discuter. Les CPPE également, l'objectif étant vraiment de gagner des étapes à chacune des étapes du développement, gagner du temps, pardon, à chacune des étapes du développement, et donc d'avoir là encore la possibilité pour les projets innovants prioritaires labellisés par l'agence d'avoir accès à des accès prioritaires. Et puis l'objectif étant également, dès lors que des process puissent être améliorés, eh bien, nous puissions être en mesure de proposer des évolutions. Donc, je pense notamment évidemment à tout le sujet des accès dérogatoires, pour lequel on va avoir un œil particulièrement vigilant sur, d'une part, eh bien, le maintien de ces accès dérogatoires dans le temps, également dans la perspective de l'évaluation HT au niveau européen. C'est important effectivement qu'on puisse aussi être en mesure de porter nos dispositifs d'accès dérogatoire au niveau européen et de s'assurer que ce passage à l'échelle finalement ne mette pas en difficulté nos propres accès précoces en France. Possiblement également, nous serons vigilants à combler un certain nombre de trous dans la raquette pour des dispositifs d'accès précoce qui ne sont peut-être pas suffisamment adéquates ou pas forcément existants pour un certain nombre d'innovations. Et puis, nous allons travailler aussi bien sur les enjeux d'accès au marché que les enjeux de recherche ou en tout cas de transfert de technologie, sur lesquels on a également une ressource à l'agence qui aura vocation à travailler sur ces aspects précisément pour là encore gagner du temps et permettre aux projets peut-être plus immatures, en tout cas de trouver des débouchés et d'avoir des process de développement beaucoup plus rapides. Et donc, ce pôle accélération-transformation va travailler évidemment avec le pôle accompagnement de façon étroitement liée, puisque les deux enjeux doivent être complètement interconnectés. Et ce pôle accompagnement a vocation à suivre et à accompagner de façon personnalisée un certain nombre de projets innovants. Alors, on fonctionne selon une logique projet. Évidemment, ce sont des projets qui sont portés par des entreprises en santé, alors petites ou grosses. En tout cas, on va fonctionner vraiment selon une logique de projet. On a mis en place, et je pourrais vous donner le lien bien évidemment dans le chat, une démarche simplifiée en ligne qui a vocation à permettre à tous les porteurs de projets innovants de se faire connaître auprès de l'agence, de s'enregistrer. On ne peut pas faire aujourd'hui guichet unique en recevant tout le monde et en accompagnant tout le monde, malheureusement, avec nos ressources actuelles, même si je pense que c'est une ambition. En tout cas, il y a un réel besoin qui est exprimé par l'ensemble des acteurs qu'on rencontre aujourd'hui. Mais voilà, on a un principe de réalité, on ne peut malheureusement pas accompagner tout le monde pour le moment. En tout cas, on fonctionne au fil de l'eau. On a déjà lancé très récemment avec les premières entreprises lauréates du programme Health 20 de la French Tech. On a lancé un premier process d'accompagnement donc avec ces entreprises, et on va poursuivre évidemment au fil de l'eau avec des sélections de projets qu'on va être amené à accompagner. Donc là, on est encore en phase de structuration de notre process. Donc l'idée, c'est aussi de le construire avec les premières entreprises qui sont accompagnées, qui nous font aussi des retours et qui nous expriment un peu leurs besoins. Donc les choses sont encore en train de se mettre en place et on attend évidemment que ces feedbacks puissent nous nourrir pour permettre de l'améliorer. En tout cas, à date, notre process d'accompagnement est structuré autour de 3 grands volets. Un premier volet dont je vous parlais tout à l'heure, qui est un volet accès prioritaire, qui va permettre aux projets de bénéficier de process fast-track auprès des autorités de santé, que ce soit sur les autorisations de leurs essais cliniques, mais aussi la partie évaluation et accès au marché. Le deuxième volet, c'est un volet hors cadre, qui a pour vocation à accompagner des projets pour lesquels soit le cadre réglementaire, juridique, mais aussi parfois culturel ou de prise en charge, finalement, de prise en charge financière n'existe pas ou ne sont pas encore complètement adaptés. Et donc là, ces projets innovants-là vont être évidemment
accompagner et en lien avec le pôle accélération de transformation, on va travailler à des modifications évidemment de grande ampleur et systémique de ces problématiques. Et ça va passer évidemment par des préconisations d'évolution réglementaire. Donc évidemment, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Hein. On est tout à fait lucide par rapport à ça, mais il n'en demeure pas moins qu'il faut bien démarrer ces travaux et commencer à les structurer pour permettre vraiment au système d'évoluer dans le bon sens. Et puis le troisième volet, c'est un volet passage à l'échelle. Donc là, ce volet s'adresse à des innovations qui ont fait la preuve de leur plus-value, que ce soit clinique, organisationnelle, et qui ont vocation à se déployer, pour lesquelles il faut qu'on crée les conditions les plus favorables pour un déploiement, que ce soit au niveau ambulatoire, à l'hôpital, mais aussi parfois à l'international. Et en ça, on a évidemment des partenariats avec nos collègues de Business France, de la French Tech, etc. Donc on est évidemment en lien. L'objectif est vraiment de répondre au cas par cas à ces différents enjeux. Donc voilà pour le process d'accompagnement. Alors la démarche simplifiée, c'est très simple, c'est innovation-du6 santé.fr. Donc je vous donnerai le lien si vous le souhaitez. Et donc là, tous les porteurs de projets qui le souhaitent peuvent se faire connaître. Donc on recontactera évidemment pour les accompagner, les projets qu'on va sélectionner en lien avec nos partenaires institutionnels, bien sûr, avec les agences aussi, bien évidemment, puisque ce n'est pas quelque chose qu'on fait tout seul. Et il est important que l'ensemble de l'interministériel soit embarqué également dans ce process. Et puis peut-être juste pour terminer, pour ne pas être trop long, parce que je vois l'heure qui tourne, désolée, de façon assez structurelle et systémique, on lance évidemment des travaux prioritaires dans le domaine de la recherche clinique, puisque c'est un élément qui nous est remonté très très fréquemment sur parmi les freins rencontrés le plus souvent. Donc on a lancé avec FCRIN un groupe de travail sur les nouvelles méthodologies de recherche clinique dans la continuité de ce qu'a fait la HAS. Il ne s'agit pas de refaire ce qui a déjà été réalisé, mais là l'objectif c'est vraiment d'aller plus loin, notamment sur tout ce qui concerne les essais in silico, en trouvant là aussi des cas d'usage assez concrets pour pouvoir faire des préconisations à nos autorités de santé, de la même façon sur les données en vie réelle, et puis sur tout ce qui concerne la démonstration de la valeur en matière de prévention. Il nous paraît extrêmement important aujourd'hui de miser aussi sur la prévention et de permettre à toutes les innovations qui se développent dans ce domaine-là, que ce soit la médecine 5P, mais la prévention aussi, de pouvoir trouver des débouchés pour permettre, parallèlement à ça, à toutes les innovations thérapeutiques, et je pense notamment aux médicaments de thérapie innovante, d'arriver dans de meilleures conditions, parce qu'on voit bien qu'on arrive à un stade où le système de santé est totalement chamboulé, avec à la fois des innovations majeures qui arrivent, et puis en même temps des difficultés d'accès aux soins. Donc il est important, encore une fois, de vraiment prendre en compte toutes les valences de l'innovation, que ce soit sur le plan thérapeutique, préventif, mais aussi organisationnel, et dans le contexte de l'amélioration de l'accès aux soins. Et puis un dernier point qui est extrêmement important aussi, l'agence a vocation à être connectée au terrain et aux régions. Donc on a lancé un Tour de France de l'innovation en santé. Et vraiment, on est dans une logique partenariale avec tous nos partenaires en région, que ce soit les pôles de compétitivité qui sont très, très investis et avec qui on travaille bien, les DRES, les DRARI, les ARS, mais également tous les établissements de santé, je pense notamment au CHU, mais aussi au CLCC, les universités. Donc là, l'objectif, c'est qu'on mette en place vraiment un réseau de partenaires et qu'on soit vraiment catalyseur un petit peu en région pour permettre, d'une part, à tout cet écosystème de vivre et de se nourrir mutuellement, de faire du partage d'expériences en interrégional, mais aussi de permettre aux régions de nous sourcer des projets innovants qui doivent bénéficier d'un accompagnement prioritaire, et puis de nous faire remonter aussi les besoins qui peuvent s'exprimer en région, qui ne remontent pas forcément à nous systématiquement, même si on a quand même un certain nombre de points de convergence. Et puis l'objectif aussi, c'est que le dispositif d'accompagnement de l'agence, vous l'avez compris, on ne peut pas tout accompagner malheureusement, même si on le voudrait, très franchement. Donc l'objectif, c'est aussi que nos partenaires en région puissent nous aider à amplifier un petit peu ce dispositif et à accompagner aussi en région un certain nombre de projets extrêmement intéressants. Merci Elise pour cet exposé qui est extrêmement riche et qui va permettre de dégager beaucoup d'opportunités et pour les porteurs de projets innovants et aussi pour les concepteurs de ces projets. On va passer à la séance de questions-réponses, et donc je vous invite maintenant, ceux qui le veulent, à poser une question, c'est à lever la main, comme l'a fait Bertrand Lucas, pour poser votre question. Donc, n'hésitez pas, je prendrai les questions dans l'ordre d'arrivée de celle-ci. Vous vous présentez, vous mettez votre caméra. Tout le monde ne vous connaît pas. Et donc, ça permettra
Ça permettra ainsi d'avoir un dialogue qui soit un dialogue encore plus riche. Bertrand, je vous passe la parole. Bonjour à tous, bonjour madame, et merci vraiment pour cet exposé. Je suis Bertrand Lucas, je suis urologue et je suis vice-président du conseil scientifique du HDH. Vous avez parlé à plusieurs reprises de l'importance de l'accès et de l'utilisation des données de santé, des données en vie réelle. Je voudrais votre avis sur une réforme qui pourrait changer, améliorer, accélérer l'innovation en chirurgie. C'est faire en sorte que, comme en Allemagne, toutes les techniques chirurgicales innovantes, avec ou sans dispositif médical, qui arrivent en France, puissent disposer très rapidement d'un code descriptif permettant de remonter jusqu'au SNDS. Parce que la situation d'aujourd'hui, elle interroge. Elle interroge parce que chaque année, des milliers de patients sont opérés avec ces techniques nouvelles sans qu'il y ait la moindre traçabilité de ce qui est fait. C'est d'autant plus paradoxal que c'est précisément ces interventions, on connaît mal le service médical rendu et avant tout, c'est un problème un peu de sécurité. On ne sait rien des patients qui bénéficient de ces techniques, on ne sait rien des avantages ou des inconvénients de ces patients. Pourtant, pour cette réforme, l'écosystème aujourd'hui, il est complètement mûr. Le Haut Conseil de la nomenclature est tout à fait favorable à ça et peut-être que son président François Richard vous en a déjà parlé. L'ATIH est totalement capable de créer ces codes et de faire en sorte que ces codes remontent au SNDS. Et on peut tout à fait imaginer un groupe technique, DRESS Health Data Hub, qui permettrait justement d'analyser en vie réelle ces données qui seraient produites, qui seraient utiles, pour accélérer l'amélioration de l'appréciation du service médical rendu pour l'HAS et pour la CNAM. Donc, qu'est-ce qui manque aujourd'hui, me semble-t-il? Il manque précisément une autorité légitime qui dirait « il faut faire ça ». Et ma question est très simple, est-ce que cette autorité, ce n'est pas précisément votre agence? Qu'est-ce que vous en pensez? Et le cas échéant, je suis à votre disposition pour en parler techniquement plus en détail. Écoutez, je partage entièrement le point. J'ai eu plusieurs échanges récents, effectivement, avec l'Académie de chirurgie, avec également le Haut Conseil des nomenclatures. Moi, je suis totalement preneuse d'engager plus que des réflexions, des travaux sur ce domaine. Et d'ailleurs, quand j'évoquais de façon assez générale le fait de combler des trous dans la raquette, je pensais précisément aux actes innovants pour lesquels on voit bien aujourd'hui qu'on est effectivement dans une forme de, pour être un petit peu cash, je dirais presque d'hypocrisie, c'est-à-dire que voilà, on fait comme si ça n'existait pas, mais en réalité, vous le disiez très justement, ces actes innovants, ils se développent de façon tout à fait, d'une part, inéquitable et d'autre part, pas encadrée, tout simplement parce qu'on n'a pas de vigilance des actes aujourd'hui. Donc, je pense que c'est des travaux qu'on doit effectivement mener. Moi, je suis preneuse non seulement d'en discuter avec vous, mais effectivement d'engager des travaux et possiblement même de les soumettre à la fois au HCN et à la TIH, en tout cas de lancer ce sujet qui me paraît être majeur dans la mesure où vraiment les actes, aujourd'hui, c'est vraiment les parents pauvres de l'accès à l'innovation parce qu'on n'a pas les moyens en tout cas, on n'a pas de cadre précisément pour l'encadrer et pour le mener à terme. Et de la même façon, je pense qu'il faut connecter aussi ça avec le sujet du RIHN qui aujourd'hui existe, mais qui n'est pas complètement adapté au développement de l'innovation, ou en tout cas à sa prise en charge. Donc, tout à fait preneuse d'engager des travaux avec vous sur ce sujet. Très bien, merci. Je pense que Bertrand doit être content. C'est vrai qu'il existe déjà des jurisprudences, on va dire, en particulier sur la chirurgie robot-assistée, où quand il était directeur général de la CNAM, Nicolas Revel avait donné à titre dérogatoire juste la possibilité de coder de façon descriptive ces actes pour qu'on puisse les évaluer après. Parce qu'en fin de compte, autrement, ils restent dans une espèce de pool générale et on ne sait pas quels sont les apports de la technologie. Donc, ça pose un vrai problème. Alors là où je suis preneuse, excusez-moi, je rebondis juste. Là où je suis preneuse, c'est pour tous les éléments de benchmark, effectivement, que vous pouvez avoir et dont vous pouvez nous
nourrir, je suis tout à fait preneuse. Bah, écoutez, sans problème. Alors, il y a Valérie Sahuc qui veut poser une question. Valérie, je vous en prie, mettez votre caméra, dites en quelle qualité vous voulez parler et posez votre question. Bonjour, merci beaucoup pour cette présentation et qui apporte énormément d'informations et beaucoup de changements à venir. Moi, je me posais la question, alors je travaille pour le groupe Vive et notamment sur la partie réglementaire et législative. Et je travaille beaucoup sur ce qui se passe au niveau européen, toutes les réglementations qui sont en train de se mettre en place et qui touchent à la fois les données au sens large, mais y compris les données de santé, qui touchent voilà, plusieurs sujets, l'assurance. Donc, il y a pas mal de choses qui bougent et j'aurais aimé avoir votre retour sur qu'est-ce que ça vous apporte, qu'est-ce que ça peut freiner dans la démarche au niveau France, voilà, par rapport à toute cette réglementation qui arrive de la part des autorités européennes avec des règlements donc, qui vont s'appliquer de fait en France. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, on va y être très attentif, évidemment. C'est ce que j'expliquais un petit peu, notamment dans la perspective de l'évaluation HT au niveau européen. Évidemment, il va de soi qu'on va être en particulier attentif à tout ce qui concerne les délais, notamment au regard des dispositifs fast-track qui peuvent exister aujourd'hui en France, être certain qu'à la fois, ça nous permettra d'avoir une accélération au niveau européen et pas une perte, entre guillemets, par rapport à ce qu'on peut avoir au niveau français, en particulier pour les médicaments. Donc, on va suivre ça de près. Je vais recruter, alors pour l'instant, cette personne n'est pas encore arrivée, mais je vais recruter une personne qui suivra notamment tous ces enjeux internationaux de façon un peu plus précise au niveau de l'agence. Et puis, on va suivre évidemment avec nos collègues des autorités de santé ces évolutions attentivement. En tout cas, peut-être un court point aussi sur tout ce qui concerne les autorisations d'essais cliniques pour le coup au niveau européen. Je pense qu'il faut être aussi vigilant à ce que l'harmonisation des délais au niveau de l'Europe, donc pour tout le monde pareil, ne soit pas non plus là aussi, parce qu'on avait des dispositifs fast-track pour les essais pour les essais en France, c'est pareil. L'idée, c'est qu'on ne perde pas ça. Donc, ça vaut pour l'évaluation HT, mais ça vaut aussi pour les autorisations d'essais cliniques. C'est vrai qu'on a vécu avec les dispositifs médicaux des moments extrêmement difficiles, en particulier pour les innovants, du fait des directives européennes. Et cette intégration dans les stratégies est quelque chose d'important pour faciliter la mise à disposition et l'accès. J'ai une question de Lilith Montbélian. N'hésitez pas à mettre votre caméra et à vous présenter. Alors, oui, bonjour. Vous m'entendez? Oui. Bonjour, Lilith Montbélian, consultante en santé au sein de OnePoint. Et merci beaucoup de votre présentation, Madame Alter. Je voulais savoir, on a beaucoup parlé de l'intelligence artificielle depuis récemment, on en parle beaucoup de tous les outils en fait de machine learning, etc. Je voulais savoir en fait qu'en est-il de la blockchain. On n'en entend pas autant parler que, par exemple, comparativement à l'intelligence artificielle. Quelle est la position, on va dire, des autorités de santé concernant ce nouvel outil qui peut être assez éloigné en fait de la santé parce que c'est un outil qui est né pour les finances, mais qui peut tout à fait être transposé en santé. Mais je crois que de façon générale, il n'y a pas comment dirais-je, une position où, oui ou non, c'est bien, c'est pas bien. Il y a surtout les cas d'usage. C'est comme le quantique. A priori, vous dites le quantique, quelle est la position des autorités sur le quantique? Je pense que c'est surtout quelle est la position des autorités sur l'apport du quantique et ses applications dans le domaine de la santé. Et en l'occurrence, en matière de drug discovery, c'est majeur. Donc, je pense que il faut vraiment parler cas d'usage. Nous, ce qu'on va faire en matière de prospective, en revanche, c'est identifier effectivement toutes ces innovations de rupture, quoique la blockchain, c'est quand même un petit peu ancien maintenant, mais en tout cas, bien les identifier et surtout essayer d'anticiper quels seront les cas d'usage en santé pour vraiment structurer la filière. Je pense aujourd'hui, il y a les organes sur puce qui se développent de façon massive, mais de façon encore très anticipée, enfin très, très immature, je veux dire. Donc voilà, on y est attentif et c'est des choses qu'on va regarder
parce que ça va permettre probablement d'améliorer les développements cliniques, ou en tout cas d'éviter, dans un certain nombre de cas, des expérimentations animales. Donc, on y est extrêmement vigilant, même s'il n'y a pas encore aujourd'hui de position des autorités nécessairement sur le sujet, mais ça fait partie des missions d'agence sur la prospective pour permettre justement d'alimenter les autorités de santé en leur disant, tiens, regardez, il y a une innovation intéressante qui pourrait avoir des cas d'usage et qu'il ne faut vraiment pas louper aujourd'hui en France. Donc, je pense qu'il n'y a pas a priori, comment dirais-je, un positionnement sur la technologie. En revanche, il y a des positions des autorités sur les applications et sur l'impact sur le système de santé. Alors, en attendant les questions suivantes, moi j'en ai une, c'est, si je peux me permettre, on a beaucoup de dispositifs qui sont mis à disposition des industriels comme le forfait innovation, des choses comme ça, et qui ne fonctionnent pas. Disons-le de manière assez brutale, même avec le travail qu'a fait, je pense en particulier au forfait innovation, le travail magnifique qu'a fait Isabelle Adno justement sur cette promotion du forfait innovation fait qu'au bout du compte, on arrive à l'heure actuelle à, je crois, une douzaine ou à peu près 12, enfin en tout cas, il y a moins de 15 forfaits innovation, alors que c'est une mesure qui date de 2007. Est-ce que vous allez conserver cette espèce de millefeuille de choses, ou est-ce qu'on va s'orienter vers une simplification des mesures dérogatoires mises à disposition de l'innovation? Ça, c'est ma première question. La deuxième, et pour être un peu brutal également, c'est que ça ne marche pas aussi parce que tout ce qui va concerner la discussion avec la DSS fait qu'au bout d'un moment, vous avez non seulement l'évaluation par la Haute Autorité de Santé du caractère innovant qui donne droit au forfait innovation, et puis quand on arrive sur les aspects financiers, on se heurte à une démarche comptable qui fait que même avec l'intervention du cabinet ou autre chose, on débouche sur des choses qui sont médiocres et de toute façon qui n'ont rien à voir avec ce qui peut se passer à l'étranger. Est-ce que cette position par rapport aux outils va être une position, on va les garder, ou est-ce que d'une certaine manière, on va faire en sorte d'en faire vraiment des circuits courts? Parce que si au bout du compte, on met 1 an et demi pour négocier un forfait innovation, je pense par exemple à l'oncogramme, ça ne sert à rien. Enfin, ça ne sert à rien parce que pendant ce temps-là, l'entreprise peut partir à l'étranger, sa technologie peut être prise ou elle peut être dépassée. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Je pense qu'on est vraiment… Alors, l'agence seule, encore une fois, hein, moi, je tiens à passer ce message-là aujourd'hui, l'agence seule, elle ne pourra rien faire. Hein. Moi, je n'ai pas la main sur les textes. Je suis interministérielle, donc je ne suis pas… je n'ai pas de pied… voilà, je n'ai pas la main, disons, sur les textes du PLFSS, même si, et je pense que ça, c'est nouveau par rapport au précédent PLFSS, je pense que j'aurai cette capacité à porter la voix de l'innovation parmi les différentes directions qui vont être mobilisées pour le PLFSS, du moins je l'espère. Donc j'espère qu'on aura cette capacité d'être mis autour de la table pour porter cette voie de l'innovation, de l'accès à l'innovation. Évidemment que la simplification et l'accélération des process, ça inclut pour moi de façon très claire les dispositifs d'accès précoce. Je pense qu'on avait déjà eu l'occasion d'en discuter, mais quand je parlais encore une fois de combler les trous dans la raquette, je pensais effectivement à la nécessité aujourd'hui de s'assurer qu'il n'y a pas de dispositifs qui sont inadaptés ou qui génèrent des lourdeurs non justifiées, ou en tout cas qui ne soient pas optimales pour l'accès dérogatoire à l'innovation. Bien sûr qu'un dispositif d'accès précoce qui met 1 an et demi pour être négocié, c'est plus un dispositif d'accès précoce. Surtout quand on s'adresse à des jeunes entreprises pour lesquelles on voit bien 2-3 mois pour elles, c'est déjà la fin du monde. Donc 1 an et demi, on n'en parle même pas. On a eu le temps de monter plusieurs essais cliniques dans ce laps de temps. Donc c'est évidemment pas entendable aujourd'hui. Je pense qu'effectivement, il faut qu'on réfléchisse et qu'on porte une volonté, d'une certaine façon, d'uniformiser les dispositifs d'accès précoce. Alors, ce n'est pas si simple parce qu'en même temps, il est important de tenir compte des spécificités, notamment du dispositif médical par rapport aux médicaments, du numérique par rapport au classique. Mais ça n'empêche pas, je pense, que de façon assez générique, quand on parle d'un accès à l'innovation, voilà,
peut arriver à des critères quand même globalement proches. Donc, en tout cas, c'est la volonté qu'on va porter côté agence de l'innovation. Mais encore une fois, je n'ai pas cette capacité d'arbitrage seule. Donc, voilà, je pense que c'est bien qu'on le porte collectivement et qu'on ait aussi une écoute attentive du ministère de la Santé. Alors, est-ce qu'on a des questions particulières? Je pense que Annelise Berthier, qui est en charge en particulier dans ses fonctions de rédactrice en chef d'une revue qui est tout à fait intéressante, pourrait nous en poser. Bertrand, vous voulez reposer une question avec plaisir? Et ensuite, oui, Germain. c'est rebonjour. Une autre question qui n'a rien à voir avec ma première. Vous n'avez pas parlé, je n'ai pas entendu le mot santé environnementale. Il me semble que c'est un sujet aujourd'hui extrêmement important où pourtant très peu de choses sont faites et les choses sont assez compliquées parce qu'au fond, souvent, la maille de recueil des données de santé n'est pas adaptée à la maille des données de pollution environnementale. C'est probablement, même certainement un secteur qu'il faut absolument dynamiser. Quelle est votre position là-dessus et quel pourrait être le rôle de votre agence sur ce domaine qui me semble très important? Oui, tout à fait. Je suis désolée de ne pas l'avoir mentionné. C'est un enjeu effectivement très important. D'ailleurs, dans tous les textes des cahiers des charges France 2030, c'est vraiment mentionné qu'il y a un regard particulier de façon générale, alors plus large que ce que vous indiquez, mais accordé aux enjeux de la transition écologique, de la décarbonation, etc. Et ça passe aussi par les enjeux de santé-environnement dans le domaine de la santé. Ça connecte aussi la notion plus large de prévention. Et encore une fois, hein, c'est un domaine qui est majeur dans le champ de l'innovation, j'en suis tout à fait consciente. D'ailleurs, on porte un projet aujourd'hui, alors qui n'est pas du tout arbitré et pour lequel voilà, je ne sais pas encore si ça pourra se concrétiser, mais en tout cas, je pense que l'agence a vocation à être effectivement très investie de ce sujet prévention de façon générale et santé-environnement de façon plus particulière. Et j'allais dire, c'est aussi ce qu'on fait déjà à travers la stratégie d'accélération sur les maladies infectieuses émergentes et les menaces NRBC. On a vraiment une approche One Health très fortement assumée dans la mesure où on a tous les ministères autour de la table et pas seulement la santé, la recherche et l'industrie. On a aussi le ministère de la Transition écologique et l'agriculture. Vous voyez, on essaie vraiment d'embarquer ces considérations-là aussi dans les discussions. Je ne vous cache pas que ce n'est pas simple, parce que l'interministériel n'est pas un exercice facile. Et quand on ajoute encore 2 ministères autour de la table, nécessairement, ça complexifie l'équation. Mais je pense que ça, c'est vrai que c'est des choses qu'on ne voyait peut-être pas encore il y a quelques années, qu'on commence, alors peut-être très insuffisamment, hein, j'en conviens, mais en tout cas, on a vocation à le souligner et à l'amplifier, évidemment. Alors, question suivante. Ça, c'est extrêmement intéressant, cette prise en compte du One Health. Je trouve qu'il y a vraiment quelque chose à creuser dans cette direction et beaucoup d'efforts à faire pour essayer de sensibiliser la population et les décideurs autour de ça, parce que en dehors d'un cercle, pour le moment, qui reste un cercle très, on va dire, très techno et de décideurs, on s'aperçoit quand même que, et en particulier quand on est élu local, on s'aperçoit que cette culture du One Health, elle n'est pas encore arrivée, et même dans le milieu rural, alors qu'on est confronté à des problématiques qui sont des problématiques tous les jours de zoonose ou d'autres choses. Germain, si tu voulais poser une question. Bonjour, Jean Maizard, consultant chez NIL. Je voulais poser une question en rapport avec ce que vous aviez évoqué un peu dans votre propos introductif sur cette connexion que vous avez au terrain, et de savoir comment les travaux de l'AIS pourront s'articuler avec tout ce qui concernera l'innovation dans les territoires, l'innovation territoriale, afin de faire remonter du terrain justement toutes les initiatives locales qui peuvent exister. Alors, excusez-moi, je n'ai pas bien compris votre question, mais ça a été un petit peu haché pour moi. La question, c'est comment faire en sorte de faire remonter tout ce qui est d'innovation de terrain pour que le pays puisse en profiter, et comment vous allez capter cette force pour faire en sorte d'en faire profiter tout le monde. Oui, bien sûr. Alors, si j'ai pas des...
Oui, bien sûr. Donc, ça passe par, désolé, hein, ça passe par la connexion à tous nos partenaires en région. Donc, l'identification de ces partenaires et créer des liens assez étroits, ce qu'on est en train de faire. Et pour ça, ça passe par aller visiter ces régions, bien comprendre leur fonctionnement, leurs enjeux, leur dynamique de territoire avec les clusters, les accélérateurs, les incubateurs, mais aussi les dynamiques de territoire avec les centres hospitaliers, les pôles de compétitivité qui accompagnent déjà beaucoup. Et c'est vrai que pour avoir là récemment échangé avec un pôle, on voit tout ce qu'ils font déjà et c'est énormément de travail. Ils connaissent très très bien leur territoire. Donc on a là des interlocuteurs déjà très très investis. Donc là, l'idée, c'est pas de réinventer la roue, mais c'est vraiment de nous appuyer sur ce qui est fait et sur la connaissance des écosystèmes. Pareil, les DRETS connaissent quand même bien leur territoire, certaines ARS aussi. Donc là, l'idée, c'est vraiment qu'on fonctionne avec eux et que ce soit qu'on leur fasse confiance vraiment pour qu'ils nous flèchent et ils nous identifient aussi comme des relais au niveau national quand c'est nécessaire, parce que dans un certain nombre de cas, ça l'est pas. Mais c'est vrai que dès lors qu'on sorte à des problématiques réglementaires systémiques, ben là, eux, ils sont un peu démunis et ils sont bien contents de trouver l'agence qui a vocation à essayer d'adresser le sujet, même si évidemment, ce n'est pas des sujets qu'on peut résoudre du jour au lendemain, hein, ça j'en ai bien conscience. Mais néanmoins, il faut s'y hâter, il faut bien que quelqu'un se saisisse du sujet, donc on va le faire même si ce n'est pas évident. Et puis, j'ai recruté une personne au sein de l'agence qui a vocation spécifiquement à accompagner évidemment les porteurs de projets, mais aussi à faire de l'animation de tout ce collectif de partenaires en région. Donc, qui va être connecté à eux et qui va faire un peu ce travail d'animation de groupe, on va dire. Alors, j'ai une question d'Annelise Berthier. Et ensuite, je prendrai la question de François Madelmont qui est dans la conversation. Annelise. Bonjour à tous. Alors donc Annelise Berthier, je m'occupe d'un site internet qui s'appelle Biopharmanalyse, qui est plus particulièrement spécialisé sur les thérapies innovantes avec un focus sur les thérapies géniques et les thérapies cellulaires. Et dans le domaine justement des thérapies géniques et des thérapies cellulaires, je souhaitais savoir en fait quelles sont vos priorités et comment vous envisagez la modification de l'organisation d'un certain nombre de structures hospitalières pour prendre en charge les thérapies géniques et les thérapies cellulaires en France? Alors, sur les médicaments de thérapie génique et cellulaire, donc il y en a une bonne partie qui s'articule très étroitement avec toute la stratégie qu'on est en train de mettre en place sur les biomédicaments et la bioproduction. Donc là, on a un coordinateur dédié qui traite ce sujet en lien avec France Biolide également pour structurer la filière. Donc on a un sujet qui est embarqué à travers cette stratégie. On va aussi lancer des travaux en matière de prospective et je pense qu'on va d'une certaine façon probablement s'intéresser aux médicaments de thérapie innovante qui sont un enjeu majeur. Il y a déjà beaucoup de travaux qui ont été faits. Après, voilà, tout ça, l'agence ne va pas travailler toute seule sur les médicaments de thérapie innovante et surtout sur leur impact organisationnel pour les établissements de santé. Là, on va travailler évidemment en lien avec la DGOS et l'objectif, c'est que voilà, on fonctionne avec tous nos partenaires sur les enjeux organisationnels à l'hôpital. Donc, je ne sais pas si je réponds bien à votre question, mais l'agence seule, là encore, ne va pas tout adresser et tout résoudre toute seule. Mais par contre, c'est des sujets qu'on a bien en tête et qu'on traite et qu'on essaie d'organiser en lien avec l'interministériel à travers la stratégie d'accélération sur la bioproduction et les biomédicaments et sur nos travaux en matière de prospective pour mieux anticiper justement ces innovations et permettre leur bonne intégration dans les hôpitaux. D'accord. Merci. Alors, on a une question donc, de François Madelmont sur le bilan d'entrée pour l'Agence de l'innovation santé, en particulier sur un état des lieux. Est-ce que vous disposez d'un état des lieux des travaux des IHU qui permettent de voir de quelle manière actuellement ils ont déjà pu permettre concrètement de faire changer un peu les choses, bouger l'écosystème, en particulier en termes de recherche? Alors, il y a des évaluations effectivement des IHU, donc c'est des travaux qui sont en cours, mais de façon un peu continue côté secrétaire général pour l'investissement. Donc oui, les évaluations des IHU ont bien lieu, et d'ailleurs là, on a une nouvelle vague qui va être également lancée, donc trop tôt pour en parler évidemment, mais oui, c'est des travaux qui se mènent côté secrétaire général pour l'investissement de façon continue.
Alors, question suivante, Alexandre Tortel. Bonjour, Alexandre Tortel de Biogène. Merci pour votre propos effectivement très intéressant. J'avais une question. Comment vous envisagez votre collaboration avec l'Agence du numérique en santé? Il y a peut-être des points de recoupement ou encore avec Paris Santé Campus. Voilà, comment est-ce que finalement votre nouvelle agence va travailler dans cet écosystème dédié à l'innovation? Merci. Écoutez, très simplement, on a déjà, alors l'agence est d'une certaine façon incubée à Paris Santé Campus, donc on y est une bonne partie du temps, l'autre partie étant occupée au SGPI à Matignon pour garder le lien avec le plan Innovation Santé, bien évidemment. Donc, au Paris Santé Campus, encore une fois, on y est. C'est un endroit qui permet vraiment d'échanger avec un certain nombre de porteurs de projets, notamment dans le domaine du numérique. Donc, le numérique est un des volets de l'innovation en santé. Voilà, mais encore une fois, l'agence a vocation à accompagner tout ce qui concerne l'innovation de façon large, et le numérique est un des leviers pour permettre le développement de ces innovations. Donc, j'allais dire, comme on peut échanger avec d'autres écosystèmes plus centrés sur les biotech. Par exemple, les bioclusters sont aussi un des terrains d'innovation avec lesquels l'agence sera extrêmement en lien. Voilà, donc de la même façon, on est effectivement bien connecté à Paris Santé Campus. Et par rapport à l'ANS, donc l'ANS, la DNS sont évidemment deux structures partenaires très proches de l'agence parce qu'elles gèrent évidemment tous les enjeux liés au numérique. Donc on collabore avec elles sur ces enjeux d'innovation en numérique. L'ANS ne fait pas que de l'innovation, elle ne s'intéresse pas qu'à l'innovation. Il y a aussi tout un socle de base fondamental de la structuration de cet écosystème numérique en santé. Donc, j'allais dire qu'il y a une interconnexion sur un certain champ, pas sur la totalité du champ de l'ANS, mais ça fait partie de nos partenaires. Merci beaucoup. Question suivante de Vincent Dael, consultant chez NIL. Vincent? Oui, bonjour, merci Olivier. Oui, vous m'entendez? Oui, très bien. Tu peux mettre ta caméra si tu veux. Je ne peux pas à l'heure actuelle, mais je serais ravi de le faire une prochaine fois. Vincent Dael, je suis consultant chez NIL et je m'occupe particulièrement du think tank 007 que vous connaissez un petit peu. J'avais une question à poser sur un petit peu la valorisation de ce qu'apportent les entreprises innovantes au-delà de uniquement leur thérapie. Par exemple, l'évaluation d'une thérapie innovante peut être particulièrement importante, mais elle peut aussi être le premier pas sur un chemin plus global de mise en place d'une plateforme technologique qui puisse ensuite permettre le développement d'autres thérapies au sein du pays. Et ça, c'est des valorisations qui sont encore trop peu reconnues. Comment est-ce qu'on pourrait justement reconnaître dans les prix accordés aux premiers médicaments des entreprises innovantes le fait que, en leur permettant un prix suffisant, elles puissent développer un chiffre d'affaires qui leur permette de rester en France et de continuer à développer leur plateforme technologique, même si c'est une question de valorisation qui dépasse simplement la valorisation de la thérapie en elle-même et qui est une question de valorisation plus globale de l'entreprise. Voilà, je ne sais pas si j'ai été très clair, mais voilà. Oui, alors je ne vais pas pouvoir vous répondre précisément, parce que comme vous le savez, il y a une mission aujourd'hui qui est lancée sur tous ces enjeux de financement et de régulation des produits de santé. Et évidemment, cette problématique de souveraineté, d'enjeux de développement de toute une filière, et en particulier pour les médicaments de thérapie innovante, des plateformes à la fois pour les lots précliniques, mais aussi pour la partie commercialisation, va certainement être adressé. Je pense que voilà, ces réflexions étant en cours, c'est un peu compliqué de voir comment les choses vont évoluer. Je pense laisser un petit peu le temps à la mission de conclure, de voir voilà, ce qui sera proposé. Mais oui, très clairement, ça fait partie de l'équation. Alors, il y a des choses quand même aujourd'hui qui existent pour permettre des leviers complémentaires dans le cadre de l'accord cadre, avec l'article 65 notamment, enfin, des articles qui permettent l'article 27 aussi, qui permettent de traiter ces sujets au-delà de la simple valeur du produit, des enjeux notamment d'industrialisation, d'investissement sur le territoire national, de sécurisation d'approvisionnement, etc. Donc, je sais bien que ça ne résout absolument pas toute la problématique. Je pense qu'il y a un enjeu certainement aussi à étayer davantage les coûts de production.
parce que c'est important que les autorités aient en tête la différence entre différentes thérapies géniques, différentes thérapies cellulaires qui ne nécessitent pas forcément les mêmes technologies, qui n'ont pas nécessairement les mêmes coûts de production. Donc c'est important aussi qu'ils puissent avoir de la part des industriels cet effort fait aussi sur la pédagogie par rapport au coût de certaines thérapeutiques. Mais voilà, enfin, nous, on va suivre évidemment avec beaucoup d'intérêt les résultats de la mission parce que ça va être extrêmement impactant pour la suite. Et on a évidemment bien conscience que il faut que le modèle économique global puisse fonctionner et il faut qu'on puisse être attractif, évidemment, pour maintenir sur le territoire national ces médicaments, d'autant qu'aujourd'hui, le modèle des MTI, c'est quand même un centre de production en Europe et puis des centres de traitement, mais on voit bien qu'on a un enjeu vraiment à tirer un petit peu la couverture à nous si on veut que nos patients puissent en bénéficier. Donc, c'est effectivement un enjeu très, très important. Alors, avant de prendre la question je pense que c'est Philippe Bertha, et merci à Philippe d'être avec nous. Il y avait une question justement que je trouve extrêmement intéressante, qui déjà a été abordée un peu, et je pense que par la Haute Autorité de Santé pendant que vous y étiez d'ailleurs, et je pense qu'elle va être amplifiée par l'arrivée de Lionel Collet, c'est celle des PROM, celle de tous les critères qui sont les critères nouveaux d'évaluation de l'innovation en santé, qui ne concernent pas simplement les études, pour être un peu caricatural, les études en double aveugle contre placebo, mais qui rentrent dans un process qui sont totalement différents, avec justement une participation du malade sur sa qualité de vie, l'impact de sa maladie et tout ça. Est-ce que vous allez donner une impulsion forte sur ce sujet, ou est-ce qu'on va rester avec on va dire le déclaratif pour le moment? Il y a eu quelque chose, il y a eu quelques avancées, mais enfin, sur le plan concret, on n'est pas encore tout à fait au niveau. Quel va être le rôle de l'AIS par rapport à toutes ces questions qui sont cruciales en termes de démocratie sanitaire et d'évaluation nouvelle de l'innovation? Alors, déjà, à titre personnel, donc ce n'est pas une réponse que je vais vous faire au titre de l'AIS, mais comme vous le savez, j'ai une présidente casquette à la HS et quand j'y étais, on a publié un guide sur les PROMS et les PREMS, donc je suis particulièrement investie du sujet. C'est vraiment quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. On n'est certainement pas allé suffisamment loin côté HS sur le sujet, mais parce qu'il y a des enjeux de méthodologie ensuite et d'appropriation par les commissions, hein, donc ça, c'est une autre problématique. En tout cas, à titre personnel, effectivement, je trouve que c'est majeur et vous avez compris mon souhait d'associer des associations de patients autour de la table de nos discussions, en tout cas. C'est aussi des enjeux qu'on va embarquer à travers le GT Nouvelle Méthodologie. Je parlais des données en vie réelle et il va de soi que les données en vie réelle, ça passe par une perspective patient qui doit être extrêmement importante. Ça passe aussi par la mobilisation des cohortes au cours desquelles il est possible de récupérer un certain nombre d'indicateurs, mais ça veut dire aussi équiper ces cohortes anciennes parfois de nouveaux dispositifs pour permettre une récolte de la data déjà au fil de l'eau et puis qui embarque aussi des évaluations de la perspective patient. Je pense que la télésurveillance va beaucoup aider aussi d'une certaine façon, mais encore une fois, ça reconnecte l'enjeu de la récolte de la data en vraie vie, de la structuration de la récolte de cette data, de l'exploitation et ensuite de l'appropriation par les autorités. Donc, c'est des sujets, je pense, qu'on va traiter à travers le GT Méthodo, en tout cas, je l'espère. Mais il est clair que c'est majeur aujourd'hui d'avoir ces outcomes-là comme critères durs, de la même façon que les critères impact sur l'organisation des soins doivent être pris en compte aujourd'hui dans la perspective sociétale. J'ai envie de dire qu'on est en devoir d'avoir côté agence de l'innovation, parce que tout est lié, encore une fois, et si on veut que notre système de santé soit soutenable, il faut qu'on ait des organisations optimisées, il faut qu'on ait des patients mieux pris en charge, mais aussi sur le plan clinique, bien évidemment, avec des outcomes durs, si on m'exprime ainsi, et puis sur le plan de leur qualité de vie et de leur propre perspective. Mais encore une fois, je suis désolée de le redire, mais l'agence, c'est pas avec les 15 ETP de l'agence qu'on va pouvoir tout changer du jour au lendemain. Donc, et c'est important parce que vous êtes aussi finalement les relais de tout ça, et je pense que c'est collectivement qu'on va réussir à avancer. En tout cas, nous, on fera effet de levier s'il faut et on portera cette voie, bien évidemment. Mais encore une fois, après, charge aux autorités de santé de s'approprier ces enjeux-là et aux politiques aussi d'arbitrer non en faveur de ces
de ces différents sujets. Parfait. Alors, Philippe, j'imagine que c'est Philippe. Oui, c'est Philippe. Oui, c'est Philippe. Bonjour Bon. Philippe, comment vas-tu? Très bien, merci. En vacances parlementaires, en vacances actives, comme tu le vois. Alors moi, j'ai plein de questions et en plus probablement beaucoup hors cadre. D'abord, je voulais me féliciter de ce début assez tonitruant de l'agence parce que j'ai à mon petit poste d'observation, en bon naïf que je suis, j'ai quand même pas mal de retours. Merci Elise d'avoir déjà utilisé ce matin 2 fois le mot pôle de compétitivité. Le cofondateur du pôle Eurobiomed ne peut que s'en satisfaire parce que je trouve que c'est un outil territorial fabuleux et que je défends depuis la création. Et je me suis senti souvent bien seul à défendre surtout des pôles de compétitivité. Et pour bien connaître d'un côté Christian Deleuze et bien connaître évidemment Eurobiomed et son président et sa directrice, je sais qu'il y a vraiment là, il y a de quoi se reposer et de faire du bon boulot avec eux. Je ferme cette parenthèse. Alors moi, je ne connais pas la feuille de route de l'agence. Bon, je fais partie de ceux qui ont appelé à sa création, mais c'est certainement pas moi qui ai du tout inféré avec ça, parce que c'est le côté interministériel que je trouve tout à fait captivant. Je suis d'accord, probablement très dur à mener, mais tellement essentiel et tellement important. Alors moi, je vais d'abord partir de l'amont, parce que je suis qu'un pauvre scientifique d'il y a très longtemps. Le problème quand même restera, je ne sais pas si l'agence peut contribuer, mais je prends des risques, à la réorganisation de notre recherche en santé dans ce pays. Moi, je la sens inéluctable. Je vois les paramètres s'afficher, notre recul constant. On n'est plus qu'à la 9e place en recherche en santé. On devait rester dans le top 4. Donc, j'entends bien sûr, les biopôles, etc., Saclay, bien sûr. Mais là, je pense qu'il y a vraiment un vrai signal d'alerte parce que le sourcing se fait de l'amont. Si l'amont continue à s'effondrer, on va bientôt parler dans le vide dans ce pays. Et là, pour moi, c'est vraiment un grand centre d'inquiétude. J'ai entendu parler ce matin One Health. Je me dis, est-ce que ce ne serait pas… C'est un rêve qu'on poursuit depuis les années 80 quand même, hein, de la création d'une institution unique en recherche en santé dans ce pays. Est-ce que ce n'est pas le moment de commencer à réfléchir notre NIH à la française, c'est pour quand? Bon, je ne sais pas s'ils disent mettre ses pattes dans cette problématique, mais je voulais la souligner. Deuxième élément… Bon, ce n'est pas à moi de le dire, mais il y a un mot qu'on n'entend pas beaucoup quand même, qui est le mot de financement. Donc, je me fais un peu l'interprète de beaucoup de startups ou de TI. On connaît la difficulté d'accès au financement dans ce pays. Comment on fait mieux? Ça, c'est une vraie question. Comment on a nos fonds de pension à nous en dehors de… Je ne parlerai pas de retraite ce matin. Non, c'est pas du tout le thème. Troisième élément, là, c'est cette fois-ci, on est vraiment downstream. Il y a 2 éléments dans le downstream donc, que j'aimerais, qui me semblent essentiels. Ça a déjà été dit, c'est comment on finance cette innovation, quel est le modèle économique d'aujourd'hui et surtout de demain pour pouvoir donner à nos enfants, là c'est l'homme des maladies rares que je suis quelque part qui intervient, comment on donne accès à toutes ces thérapies qui sont, beaucoup d'entre elles déjà sur le marché, mais et encore plus demain, beaucoup en évaluation, comment on ne rate pas le coche pour donner accès à ces thérapies qui seront des thérapies cellulaires, bien sûr, et géniques, et qui seront effectivement chères. Alors, je vois passer dans mon bureau à l'Assemblée régulièrement des acteurs qui viennent avec plein de slides me démontrer qu'il y a des modèles économiques qui peuvent permettre de financer ce type d'innovation. Et dernier point, parce que c'est un point d'actualité, je ne sais pas quel sera le lien de l'agence avec France Biolide. Enfin, la bioproduction, c'est l'aval aussi. Et franchement, on n'est nulle part. On a vraiment un énorme travail. Alors, je suis avec d'autres, parmi ceux qui ont été un petit peu choqués et voire même heurtés, déjà à l'époque de sa création ou de sa reprise par Novartis de Cell4Cure et aujourd'hui de l'abandon de Cell4Cure. Est-ce que ce n'est pas le moment de mettre tout le monde autour de la table en disant tiens, on a une structure en banlieue parisienne, on a des besoins de bioproduction, nous, les uns les autres, les petites, ou même peut-être les plus grandes entreprises, est-ce qu'on ne pourrait pas en faire l'un de nos leaders de demain, en tout cas sur ce site, pour la bioproduction française, pour essayer de gagner, bien sûr, en souveraineté et en indépendance. Donc, ça fait beaucoup de questions, mais voilà, j'avais envie de dire tout ça. Très, très clair. Je vais les reprendre une par une. Effectivement, c'est des questions au cœur des enjeux actuels. Alors, sur le volet recherche,
Je partage évidemment. Donc, c'est vrai que le plan France 2030 va contribuer à son niveau à essayer de traiter le sujet. J'entends bien que les financements, ce n'est pas tout, qu'il y a un enjeu plus structurel de fond. En tout cas, on essaie à travers ces enjeux d'attractivité de le traiter. Je crois qu'il y a des réflexions quand même en cours entre les deux ministères, santé et recherche, pour vraiment avoir une approche plus transformante effectivement de ces enjeux de recherche. Sur les enjeux, là encore, de modèles de financement et également d'attractivité pour tous les chercheurs qui se mobilisent en France, et pas seulement le versant HU, mais aussi les chercheurs INSERM, CNRS et autres. On voit bien qu'il y a un enjeu d'attractivité globalement. En tout cas, nous, on a vocation, d'une part, à essayer d'équiper l'interministériel pour mieux identifier les priorités en matière de recherche, parce qu'on a une vraie difficulté aujourd'hui aussi à avoir un alignement des planètes sur où est-ce qu'on veut mettre vraiment nos moyens. Et en tout cas, évidemment, la recherche et l'innovation arrivent toujours là où on ne l'attend pas, et ça ne veut pas dire qu'on arrête de financer du bottom-up, mais avoir quelques priorités stratégiques, quelques lignes directrices au-delà de l'oncologie à Paris, c'est quand même utile, je pense. Donc ça, à notre humble niveau, côté AIS, on aimerait vraiment y contribuer, ne serait-ce que parce qu'après, quand on doit briefer les jurys, expliquer un petit peu la stratégie de la France en matière de recherche, ça permet quand même de faciliter les choses et d'avoir moins d'éparpillement. Ça, c'est un premier volet. Après, sur tout ce qui est effectivement les formations, l'attractivité des métiers de la recherche avec les salaires et l'organisation de la recherche, le lien avec les universités, le rôle des ONR, de l'INSERM, des autres organismes de recherche, le lien avec les centres hospitaliers, tout ça, c'est aujourd'hui effectivement, le constat est posé, il y a une mission Gilet en cours, les ministères s'en saisissent, donc on va être, je pense, impliqués, enfin je l'espère en tout cas, donc on essaiera de porter notre voix aussi, mais je partage votre constat et surtout, je partage votre point sur le fait qu'il y a un vrai continuum entre recherche et innovation et que si on n'investit pas de façon massive dans la recherche, et en l'occurrence, les 10 dernières ou 15 dernières années ont bien montré que par rapport à certains autres pays européens, notamment par rapport à l'Allemagne, qu'on le veuille ou non, après on peut parler organisation, mais on a eu quand même un sous-investissement par rapport à d'autres pays en matière de recherche, donc ça doit passer par là. Alors c'est vrai que le retard, on ne peut pas le rattraper du jour au lendemain, mais je pense que si on a cette prise de conscience sur la nécessité d'investir quantitativement et financièrement sur la recherche, parallèlement à ça, de mettre en place des organisations qui sont peut-être plus adaptées aux enjeux actuels, de rendre ces métiers plus attractifs, d'attirer aussi des hauts potentiels ou des talents de l'international, et puis renforcer nos politiques de site, miser aussi sur ce qui fonctionne bien, les RHU, c'est un formidable outil en matière de recherche, et je pense que c'est bien de poursuivre. Je pense que tout ça mis bout à bout, ça va engendrer un cercle vertueux qui devrait améliorer la situation. Mais voilà, encore une fois, là aussi, on rejoint le sujet du financement et ça fait partie des variables dans l'équation. Donc ça, c'est pour le premier point sur la recherche. Sur le point du financement, alors j'en ai pas parlé beaucoup aujourd'hui, c'est vrai, même si effectivement, c'est un petit peu l'éléphant au milieu de la pièce. C'est clairement un enjeu majeur. Donc l'AIS a contribué, a été auditionné par la mission financement régulation. Donc moi, il y a un certain nombre de sujets que j'ai évidemment portés. Sur le champ qui me concerne, évidemment, je ne vais pas complexifier encore le sujet, mais en tout cas, en matière d'innovation, ce qui est très clair, c'est que je pense qu'il est important, même si ça ne paraît pas intuitivement ce qu'il faut mettre sur le devant de la scène, je pense qu'il faut qu'on commence à réfléchir au financement aussi de la prévention et de tout ce qui concerne des sujets qui paraissent moins critiques aujourd'hui, mais malgré tout, on voit bien et c'est encore aggravé aujourd'hui avec les sujets d'inflation et la difficulté pour les Français, même d'avoir accès à l'alimentation. Je suis désolée de dramatiser un petit peu, mais les enjeux de prévention, et notamment des maladies chroniques, diabète, obésité, etc., il faut qu'on l'adresse d'une certaine façon aujourd'hui parce que ça sera plus soutenable dans quelques années. Donc, je pense qu'on a un enjeu vraiment à accueillir ces innovations organisationnelles de suivi
qui vont nous permettre aussi de gagner du temps médecins, d'avoir des meilleures prises en charge, et y compris en santé mentale, hein, où aujourd'hui, l'alternative à des dispositifs numériques, c'est parfois rien du tout. Donc voilà, il faut avoir aussi un principe de réalité sur le fait que la prise en charge idéale aujourd'hui, elle n'existe pas nécessairement. Donc investir sur ces enjeux, je pense, de prévention et de médecine 5P, ça veut dire donc avoir des modèles économiques pour ces dispositifs-là. Donc ça il faut l'anticiper, il faut faire de la démonstration de la valeur. Et en l'occurrence, voilà, moi je porte un projet pour l'Agence de l'innovation et le ministère de la Santé sur possiblement comment France 2030 pourrait aider aussi sur le sujet de la prévention pour faire de la démonstration de la valeur et permettre d'aboutir à un cadre de financement et de prise en charge sur ces enjeux-là. Deuxièmement, il est clair aussi qu'on va avoir une vague d'innovation. Alors, certains en doutent, mais quand même, on a des médicaments de thérapie innovante aujourd'hui, que ce soit cellulaire ou génique, qui arrivent avec des modèles économiques quand même pas simples à intégrer dans le système de santé, hein, avec des coûts par patient qui sont énormes, du recul parfois sur quelques années, mais dont on ne sait pas très bien, et on voit d'ailleurs avec les carticelles, hein, les carticelles, c'est vrai qu'il y a des belles histoires et des rémissions à 10 ans, mais il y a aussi pas mal de relapses à 2-3 ans. Donc, le modèle économique n'est pas si simple. Donc, je pense, en tout cas, il ne serait pas incohérent, de mon point de vue, qu'il y ait à un certain moment une réflexion autour peut-être d'un fonds d'investissement, ou en tout cas un fonds qui puisse couvrir peut-être une arrivée massive d'innovation avec des coûts par patient énormes, et pour lequel on a un enjeu malgré tout à assurer un accès à nos patients, parce que je ne vois pas comment on peut faire autrement. Et en même temps, on voit bien qu'on n'aura pas cette capacité à faire de la démonstration de la valeur sur le long terme tout de suite. Donc je pense qu'effectivement, là, ça change la donne, et il va falloir à la fois miser sur un financement court terme, et pour ça, il va bien falloir trouver des fonds. Et en même temps, il va falloir gérer le débouclage. Et le débouclage, ça veut dire aussi faire de la démonstration sur le long terme, mobiliser les données de vraie vie, et être en capacité aussi de payer le juste prix au bout d'un moment. Mais ça nécessite là effectivement un nouveau modèle, probablement aussi de financement. Et on parlait des maladies rares. Je pense qu'on entend aussi beaucoup parler de la nécessité d'avoir des fonds de capital risque sur les maladies rares. Donc ça, c'est un sujet effectivement auquel on est en train de réfléchir. Alors pas tout seul, bien évidemment, mais c'est vrai qu'on voit bien aujourd'hui qu'il est très compliqué d'investir, ou en tout cas de favoriser le développement de produits dans des maladies rares où les modèles économiques ne tournent pas en fait, hein, avec des populations très limitées. On est bien en devoir aussi, là encore, d'avoir une forme d'investissement de l'État ou de mise de jeu pour favoriser ces aires thérapeutiques. Et d'ailleurs, quand je parlais de priorité en matière de recherche, ça reboucle un peu avec cet enjeu-là, c'est-à-dire qu'il faut aussi qu'on soit en capacité collectivement en interministériel de se dire quelles sont nos priorités de demain. Et ça, je pense qu'il y a aussi cet enjeu d'investissement sur des aires thérapeutiques ou des domaines qui sont pratiquement un modèle assurantiel, c'est-à-dire sur lequel, si on n'impulse pas cette volonté au niveau de l'État, on n'aura pas nécessairement les développements derrière, parce que ce n'est pas nécessairement rentable. Pardon, j'ai peut-être oublié votre dernière question. Oui, sur la bioproduction. Effectivement, sur la bioproduction, je partage le même constat. Je pense qu'on a aujourd'hui des facteurs limitants majeurs dans la chaîne de bioproduction sur lesquels il faut qu'on travaille. Et je pense aussi à ces enjeux même de passage à l'échelle. Hein. Aujourd'hui, dès lors qu'un laboratoire ou une petite biotech veut passer à la phase de commercialisation, notamment phase 3, etc., on n'a plus rien sur le territoire national. Donc, on a un vrai enjeu à traiter ce sujet, avec France Biolide, avec tous les acteurs, bien sûr. Donc, on va recruter là, très prochainement une nouvelle coordinatrice de la stratégie de bioproduction biomédicaments au sein de l'agence, probablement au mois de mai. Donc, on a vraiment la volonté d'effectivement mettre tout le monde autour de la table pour essayer de bien identifier ces facteurs limitants et d'avoir une stratégie claire et partagée avec France Biolide pour améliorer la situation. Donc évidemment, ce n'est pas simple et on a du travail, mais oui, je partage le constat et la nécessité d'avancer sur ces enjeux collectivement. Merci beaucoup pour toutes ces réponses, c'est extrêmement éclairant. Et surtout, ça montre que vous avez posé les diagnostics de manière forte et juste. Et je crois que c'est déjà une base de départ pour tous les acteurs qui est extrêmement intéressante.
Victor Thomas, vous aviez une question. Bonjour Madame, Victor Thomas du cabinet Next Step. Merci beaucoup, vous avez présenté très clairement les 3 missions, 3 pôles de l'Agence de l'innovation en santé, tout en soulignant déjà que vous auriez sans doute certaines difficultés à avancer sur certaines de ces actions, en raison notamment du caractère interministériel de l'agence. Vous avez rappelé plusieurs fois que tout seul, vous ne pourrez rien, et vous avez bien évidemment raison. Non, je me permets de vous interrompre, on ne peut rien faire seul, mais seul. Je ne sais pas que je peux rien. Tout à fait. Ma question est la suivante. Comptez-vous, et si oui, comment évaluer les actions de l'agence? Est-ce que vous donnez des indicateurs de réussite? Et puis, par ailleurs, quel est votre calendrier d'action pour répondre aux différentes missions que vous nous avez présentées? Alors, merci pour votre question très précise. Donc voilà, encore une fois, le positionnement interministériel, je ne voudrais pas donner une vision négative de ce positionnement parce qu'il est critique, il est majeur et c'est une très bonne chose. Et je pense que justement pour avoir cette capacité à travailler ce continuum recherche, innovation, production, industrialisation, c'était critique qu'il y ait une structure interministérielle. Et je pense que l'agence n'aurait pas eu la même dimension, la même profondeur et la même vision globale pour traiter ces sujets si elle n'avait pas été en interministériel. Donc c'est vrai que ce n'est pas simple interministériel, je ne peux pas vous dire le contraire, parce que dès lors qu'on met autour de la table des partenaires avec des points de vue et des intérêts divergents, c'est normal, enfin divergents, pas toujours divergents d'ailleurs, mais en tout cas des objectifs propres, c'est normal que ce ne soit pas simple de résoudre ces équations extrêmement complexes. Mais c'est là tout l'enjeu. Et c'est totalement naturel. Donc évidemment, ce n'est pas simple, mais c'est nécessaire. Et puis, dans un certain nombre de cas, ça permet aussi d'arriver à des positions qui remettent aussi un petit peu en question certains équilibres ou certaines difficultés à avancer. Donc, je pense que, voilà, encore une fois, je ne remets pas en cause ce positionnement interministériel, je dis juste que, par essence, ce n'est pas tous les jours simple. Mais, parallèlement à ça, l'agence est quand même rattachée à Matignon, donc elle a d'une certaine façon aussi la capacité de demander des arbitrages lorsque c'est nécessaire, même si on espère que ce sera le plus rare possible. Mais c'est vrai que c'est une petite structure qui a été créée non pas pour faire à la place d'eux, mais pour coordonner et pour piloter ces enjeux d'innovation. Donc de fait, et c'est là-dessus que j'insistais, mais je n'ai peut-être pas été suffisamment claire, l'agence seule ne pourra pas y arriver, c'est-à-dire qu'elle va être d'une certaine façon, donc elle construit sa feuille de route en ce moment, on la construit sur les différents sujets. Donc, vous m'indiquiez, est-ce qu'on se fixe des échéances? Oui, évidemment, on va s'en fixer. D'ailleurs, on a déjà toutes les échéances France 2030, puisque les premiers objectifs de l'agence, c'est les objectifs France 2030, donc à cette échéance, avec les différentes échéances données, notamment sur les biomédicaments. On va avoir d'autres indicateurs, mais qui ne seront pas que des indicateurs agences, qui seront des indicateurs aussi généraux, notamment, je pense à la recherche clinique. C'est des indicateurs qui vont nous permettre de nous aider à piloter ces enjeux avec nos partenaires dans les différents ministères, mais aussi dans les agences. Et à ce titre, on va reprendre un certain nombre d'indicateurs, évidemment, qui ont été mis en place dans le cadre du CSIS. Mais ça, c'est des travaux qu'on mène de façon, j'allais dire, générique au niveau du secrétariat général pour l'investissement, le travail sur ces indicateurs, mais oui, il y en aura. Et tout ça s'articule dans le cadre de la feuille de route. Cette feuille de route, on la travaille en ce moment, et notamment dans le cadre de nos Tours de France qu'on vient juste de commencer, parce que l'idée, c'est aussi de confronter tout ça avec le terrain et de ne pas partir bille en tête avec une feuille de route qui ne tiendrait pas la route et qui ne répondrait pas aux enjeux aussi de nos partenaires en région. Donc, on a vraiment cette vocation d'être connecté à la réalité. Donc voilà, modulo cette petite précision sur l'interministériel et sur la difficulté. En tout cas, mon message, c'est non pas que l'agence ne peut rien faire, sinon je ne serais pas là aujourd'hui. Et j'espère bien qu'on va influencer autant qu'on peut, ou en tout cas porter cette voix qui aujourd'hui n'avait pas la possibilité de s'exprimer aussi clairement sur l'innovation en santé. Mais c'est vrai que l'agence peut faire effet de levier, elle peut être médiateur, elle peut être coordinateur, pilote, mais elle ne peut pas faire à la place de l'ensemble de l'écosystème de l'innovation en santé. Alors, on a une dernière question. Je vais passer la parole à Younes. Parce qu'après, on arrive dans une gestion du temps qui... L'avantage du Café-Nil, c'est qu'on essaie de respecter au maximum les temps de parole, enfin les temps d'intervention, pour que tout le monde puisse revenir, en particulier pour
Merci Olivier. Donc Younes Telali, je suis consultant chez NIL et pharmacien, et je fais justement une thèse sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. J'avais quelques questions, notamment sur le plan européen. J'aimerais savoir un petit peu quelle sera l'action de l'AIS dans le cadre européen, parce qu'on se rend compte qu'on ne peut pas parler d'innovation sans parler d'Europe. Quand on fait des comparatifs entre États-Unis, Chine et Europe, on se rend bien compte que finalement, il n'y a pas que la France qui est en retard. C'est l'Union européenne tout entière qui est en retard par rapport à ses concurrents. Donc, j'aimerais savoir comment l'AIS se positionnera dans cet écosystème européen. Et on se rend compte qu'il y a certains gaps qui résident entre la définition d'innovation au niveau européen et la définition d'innovation au niveau français. Et ce qui est considéré parfois comme innovant au niveau européen n'est pas forcément au niveau français. Et ma deuxième question, ce serait donc de savoir comment est-ce que vous allez agir pour pouvoir harmoniser un petit peu cette vision nationale française et cette vision communautaire. Voilà, je fais très court parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais c'était mes deux questions. Merci beaucoup pour vos questions. Sur le volet européen, donc évidemment, on a des structures aujourd'hui qui sont les interlocuteurs qui portent la voix de la France au niveau européen. Donc l'agence n'a pas vocation à se substituer au SGAE, etc. En revanche, je le disais un petit peu au début de ma présentation, il est évident que dès lors qu'on s'intéresse et qu'on doit traiter les enjeux de process réglementaires, administratifs et les délais d'accès au marché, délais et puis accès évidemment à l'innovation dans le cadre des accès précoces, on ne peut pas ne pas s'intéresser aux enjeux européens, puisque aujourd'hui, les autorisations d'essais cliniques, elles ont, pour les médicaments en tout cas, je ne parle pas des DM mais des médicaments, tout ça se fait au niveau européen. Le sujet des organismes notifiés, c'est évidemment un problème français, mais c'est aussi un problème européen majeur. Et puis, l'évaluation HTA aujourd'hui se fait au niveau français, mais demain, elle se fera au niveau européen. Donc, il est très clair que c'est des sujets qui sont éminemment d'intérêt pour l'agence. Donc, on est évidemment en lien à la fois avec nos autorités sanitaires, mais aussi avec les ministères pour porter cette voix aussi au niveau européen, dans la mesure de nos capacités à le faire, puisqu'après, voilà, la voix de la France est portée de façon uniforme, en bloc auprès de l'Europe, mais en tout cas, on va contribuer évidemment en France à défendre ces enjeux-là pour que ce soit porté au niveau européen, très clairement. On est très attentif au niveau des délais, évidemment, et on a des discussions aujourd'hui avec ANSM, avec CPP sur ce sujet. Également, la défense de nos fast-track, quels qu'ils soient, que ce soit sur les autorisations d'essais cliniques, mais aussi sur les accès dérogatoires aux médicaments. Donc voilà, je ne peux pas vous dire mieux que oui, on est complètement mobilisé sur le sujet. Je vais encore une fois recruter une personne au niveau de l'agence pour avoir ce regard et ce lien avec nos partenaires au niveau européen pour partager nos enjeux d'accès à l'innovation. Et je partage tout à fait votre inquiétude, en tout cas, sur l'attractivité de l'Europe par rapport au reste du monde, notamment FDA et autres pays du monde, Australie, voilà, Chine, autres. Notamment, on a vu, je pense que vous avez tous partagé le constat de l'approche pragmatique MHRA d'envisager possiblement de reconnaître un certain nombre d'avis FDA pour gagner du temps. Donc, ce serait dommage qu'on en arrive là au niveau européen. En tout cas, on va essayer de faire en sorte que ça n'arrive pas. Mais là encore, voilà, modulo le fait que l'agence sera un des porteurs de voix de l'ensemble des parties prenantes au niveau français. Donc, j'espère qu'on sera entendu sur ces aspects. Donc ça, c'était la réponse à votre première question. Et j'ai oublié la deuxième, excusez-moi. Sur le différentiel de la définition du caractère innovant entre l'Europe et la France. Alors, je ne pense pas qu'il y ait de difficulté à reconnaître l'innovation sur le plan de l'autorisation de mise sur le marché, puisque c'est au niveau européen. Après, vous parlez peut-être des sujets d'accès précoce et d'évaluation HTA par rapport à la prise en charge.
et notamment l'évaluation par la Haute Autorité de Santé. Je pense que là aussi, il y a eu un certain nombre d'alertes qui sont remontées, notamment via les industriels, les associations de patients, sur le sujet notamment des ASMR5, hein, si c'est bien ça ce à quoi vous faites allusion. Ouais, je pense que la HAS a avancé au sens où elle essaie de faire la distinction entre les ASMR5 qui sont rendus tout simplement parce que les données sont immatures, et les ASMR5, et non pas qu'il y ait une remise en question, je pense, du caractère présumé innovant en tout cas, puisque ça faisait notamment référence à des produits qui avaient pu avoir des accès précoces, et des ASMR5 qui sont rendus parce que le produit ne montre pas de plus-value par rapport à l'existant. Donc pas innovant. Donc je pense qu'il y a un enjeu aujourd'hui, effectivement, mais je pense que dans toutes les, comment dirais-je, dans tous les écosystèmes où on a des évolutions et des innovations qui arrivent dans un rythme tel qu'il est aujourd'hui, ce type d'inadéquation d'une certaine façon entre l'arrivée très très rapide et avec des données immatures, parce que justement c'est présumé innovant, et un cadre d'évolution qui lui est un peu identique depuis plus de 10 ans, ben voilà, il y a une forme d'inadéquation qu'il va falloir résoudre. Je pense que tout le monde en est convaincu, hein, et c'est bien aussi pour ça qu'il y a une mission aujourd'hui sur le financement et la régulation de l'innovation, enfin, des produits de santé de façon générale et de l'innovation en particulier. Je pense que ça fait partie des sujets qu'il faut adresser. J'ai pas évidemment la capacité à mon niveau de faire changer ça du jour au lendemain, mais en tout cas, la problématique est clairement identifiée, et je pense que c'est quelque chose qui va être traité. Parce qu'aujourd'hui, le problème est certes au niveau de l'évaluation étudiée, mais il est surtout au niveau du financement derrière. Parce que tout le monde a bien conscience que même si la démonstration n'est pas totalement faite de cette innovation, il y a au moins une présomption d'innovation qui nécessite qu'il y ait un accès patient. Et après, la problématique, c'est la prise en charge. Je pense que c'est ça aujourd'hui l'équation. Donc, en tout cas, comme tout le monde, hein, je pense que j'attends avec beaucoup d'impatience les conclusions de la mission financement régulation, et je pense important aussi de faire évoluer cette inadéquation entre cette arrivée d'innovation parfois immature, mais sur lesquelles on attend de la data et qui nécessite un accès patient, et ce cadre d'évaluation tel qu'il est aujourd'hui. Merci beaucoup. Lise, on arrive à la fin de ce Café Nil. Je crois que tout le monde est unanime pour vous remercier. Vos propos étaient passionnants. On a bien mieux compris le fonctionnement de l'agence et ses objectifs. Je pense que ça va déclencher auprès de vous un certain nombre de rendez-vous. Tout à fait. Je ne voulais pas vous couper, mais c'est vrai que c'est extrêmement... Évidemment, je suis très heureuse d'avoir pu présenter l'agence et de vous permettre d'y voir plus clair, mais merci aussi à vous, parce qu'à travers les questions qui sont posées, qui sont très justes, très pertinentes, ça nourrit évidemment les travaux d'agence, ça conforte l'idée d'investir un certain nombre de sujets, bien sûr. La plupart ne sont pas simples, hein, comme vous l'avez souligné, vont nécessiter du travail sur le temps long, mais il n'en demeure pas moins que il faut bien lancer ces travaux-là, et c'est effectivement très important qu'on puisse nourrir notre feuille de route avec ces interventions qui nous permettent de mieux nous diriger, en tout cas. Donc, merci à vous. Merci encore à tous. Merci, Lise, pour votre participation, et à très, très bientôt.